Bienvenue à ce live My Club numéro 11. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on a commencé à se retrouver le mardi soir pour discuter de nos usages autour de MyReport. Et donc, comme je le disais, nous avons deux personnes qui nous accompagnent en plus des personnes habituelles, qui sont Jessica et Kevin. Jessica, que je laisserai se présenter en détail, mais qui est notre directrice des ressources humaines, et Kevin, qui est notre responsable de nos extensions, qui vont nous partager des sujets très intéressants aujourd'hui. C'est un format qui évolue encore, hein, et c'est un format qu'on teste. Donc, on espère en tout cas que ce format-là vous plaira et vous incitera aussi potentiellement à participer au live sous d'autres formats, d'autres cas d'usage à partager pour qu'on puisse avoir un maximum d'interaction avec vous. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez nous écrire à myclub@myreport.fr pour nous poser vos questions, vous partager vos interrogations sur l'usage de MyReport ou sur des cas d'usage que vous avez réalisés et que vous aimeriez partager pour confronter votre point de vue avec le point de vue d'autres utilisateurs. Encore une fois, nous, on ne se positionne pas comme éditeur de MyReport, on se positionne vraiment comme des utilisateurs de la solution pour qu'on puisse partager nos usages. Donc aujourd'hui, on va discuter de la construction EGAPRO. EGAPRO, c'est l'index égalité femmes-hommes. Et donc, je laisse la main à Jessica et à Kevin qui vont vous partager ce qu'ils ont construit avec MyReport autour de l'index égalité femmes-hommes. Jessica, je te laisse la main. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main en live, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que ça s'appelle un live. Donc, n'hésitez pas à interagir. À toi, Jess. Merci pour l'intro. Et du coup, je compte sur vous pour me dire s'il y a des questions parce que j'arrive pas à tout voir en même temps. C'est ma Oui, bien sûr. première. Donc... On est là pour Ok. ça. On est là pour ça. Ok, cool, merci. Là, tu peux passer en navigation privée, comme ça évite. Parfait. C'est Comme ça, tu exactement ce que gardes, tu tu m'avais gardes le dit. teasing, tu vois. Ok, ok. Allez, un peu de teasing. C'est bon. Donc, merci pour l'introduction. Donc, je suis Jessica Doyen, DRH chez MyReport. Et donc, on a des missions, des obligations au service RH assez variées. Les recrutements, les entretiens, la paye, les congés, la formation, etc. Avec toutes les obligations légales qui vont avec. Aujourd'hui, on va parler de l'index égalité professionnelle femmes-hommes, comme disait Thibault, aussi appelé EGAPRO. Alors déjà, c'est un outil qui est instauré par la loi Avenir professionnel de 2018 qui vise à mesurer les écarts de rémunération et favoriser l'égalité au sein des entreprises. Est-ce que vous, autour de la table, vous êtes déjà concerné par cette obligation? Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Ah oui, donc le chat, il faut... OK. Exactement. Donc, il y a quelques Oui, oui, oui. oui. Et c'est parfait. Kevin attendait les oui et Je, Jessica, je- ils attendaient les oui pour savoir je si suis tu avais rassuré. interagi. On pourra discuter. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est bien, en tout cas, que ce soit un sujet qui parle à tout le monde. Donc, en fait, déjà, il s'applique aux entreprises privées et publiques de 50 salariés et plus, avec des spécificités encore pour les entreprises de plus de 250. Je vais vous faire une rapide présentation. On va principalement, nous, s'axer sur les entreprises entre 50 et 250 salariés. Donc, en gros, l'objectif de cet index, alors là, pour toutes les entreprises, c'est déjà de voir s'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes dans les entreprises, d'y remédier si nécessaire, et aussi de sanctionner les entreprises s'ils ne respectent pas les obligations. Donc, on a un index qui est noté sur 100 points. On a déjà le premier, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour pouvoir mesurer s'il y a la moyenne des salaires sur des postes équivalents. Donc là, on est sur 40 points, c'est la plus grosse pondération sur cet index. On a ensuite le deuxième, c'est l'écart des augmentations individuelles. Donc là, c'est plus pour voir si les hommes et les femmes ont la même chance d'obtenir des augmentations. Donc là, c'est sur 35 points pour les entreprises de notre taille. Ensuite, il y a 15 points sur l'augmentation après un congé mat. Donc l'objectif, c'est de voir si les femmes qui ont été absentes pendant une période d'augmentation bénéficient des mêmes avantages.
Et ensuite, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, donc sur 10 points, pour voir si les femmes sont suffisamment représentées, en tout cas dans les postes stratégiques. Donc, en gros, sur cet index, il faut au minimum avoir 75 points. Si on n'atteint pas ce barème, il faut mettre des actions correctives. Et ensuite, il faut pouvoir diffuser justement ces obligations par rapport à ça. Alors, je mettrais juste un petit point d'attention sur les 100 points, c'est si on a toutes les notes qui sont calculables, puisqu'on va avoir la notion de calculable ou pas sur chaque indicateur qui est composante de la note finale. Donc, on pourra être peut-être sur 70 plutôt que sur 100 à la fin. Tout à fait. Mais après, eux, quand dans l'index, en tout cas, ils nous donnent la réponse pour savoir si on dépasse ou pas cette obligation-là, mais tu as raison de le préciser, quoi. Ouais. Et donc, en gros, et là, je pense que toutes les personnes ici présentes qui ont déjà dû calculer cet index égalité femmes-hommes, c'est pas toujours simple, en fait, de répondre à cette obligation-là, parce que il y a plusieurs problématiques que moi-même j'ai rencontrées déjà dès la première fois que j'ai dû le calculer. Donc, on commence déjà par collecter les informations et s'assurer de la fiabilité des données. Ça, clairement, c'est la partie la plus longue. J'avoue que pour moi, c'est un petit peu plus simple parce que j'ai toujours eu MyReport, donc j'ai quand même été pas mal aidée. Mais malgré tout, dès la première fois, j'ai été quand même confrontée à aller chercher un petit peu toutes les informations. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour la mise en place et m'assurer de bien respecter les informations et les obligations légales. Donc, il faut déjà collecter toutes les informations sur les salaires, les promotions, les augmentations, les retours de congé mat, la répartition entre les hommes et les femmes, et s'assurer aussi que toutes ces données, elles soient bonnes pour pas fausser l'index. Et après, j'ai dû aussi aller récupérer moi toutes les informations. Donc nous, on est sur Lucas, le SIRH. Je sais pas si, je pense pas qu'on soit les seuls, parce qu'ils sont quand même pas mal de clients. On est sur Lucas, donc il faut aller récupérer les informations dessus. Dans Odoo, donc notre logiciel interne, notre ancien logiciel c'était PRO, donc logiciel perso, on va dire. Et ensuite plein de fichiers Excel avec plein d'informations dessus. Donc il faut aller récupérer toutes les informations sur ces différents fichiers. Donc ça, c'est la première problématique parce que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir construire toute cette partie-là. Et ensuite, c'est aussi de réfléchir. Les calculs sont pas forcément simples. Il faut déjà bien interpréter les règles. Moi, perso, je me suis posé la question sur, OK, j'ai un collab qui s'est fait augmenter exceptionnellement en cours d'année pour X ou Y raison, mais il y avait quelqu'un qui était en congé mat à ce moment-là. Est-ce qu'il faut aussi l'augmenter quand elle revient de son congé mat alors que j'ai quelqu'un? Bref, du coup, j'avoue que je me suis quand même posé pas mal de questions. On est aussi sur un nombre minimum de personnes qui doit être présent dans les calculs pour les CSP. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et il faut pas mal réfléchir avant de pouvoir mettre en place ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez des retours par rapport à ça, de questionnements que vous vous êtes posés par rapport à ça. Là, il y a plusieurs bases de données, on va dire. SILAE, SIRH. En tout cas, je pense qu'on n'est pas les seuls. N'hésitez pas aussi à faire vos retours, justement. Je sais qu'on a échangé pas mal avec Kevin quand il travaillait sur l'extension, justement, pour se dire, voilà, comment on interprétait, nous, les règles, quoi. Et après, il y a toute la partie avec des seuils particuliers, donc il faut prendre en compte tout le monde, sauf que parfois, il y a des calculs qui font qu'on exclut certains collaborateurs, et du coup, tout le monde n'est pas représenté, et c'est assez frustrant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur Sage pour ces calculs-là. N'hésitez pas aussi à intervenir, je pense que vous pouvez prendre la parole en micro, je ne sais pas comment ça se passe habituellement, mais n'hésitez pas si vous le souhaitez. Et ça m'intéresse, SagePay réalise automatiquement l'index égalité femmes-hommes? Non, non, pas du tout. C'est Non, nous qui avons d'accord. monté avec MyReport, en fait, une modélisation et des états pour la mise en place des égalités. D'accord. Et justement, ce que disait Jess sur la complexité d'interprétation des calculs, vous avez été confronté à ça ou pour vous c'était Oui, assez fluide? oui, c'est très complexe étant donné qu'il faut repartir des éléments détaillés de la paye pour arriver à recalculer un salaire rétabli temps plein et sur 12 mois. Et c'est en ça que je ne vois pas comment on peut arriver à le faire avec la DSN. Ah, c'est ça Donc, je qui va suis être curieuse intéressant. Kevin, t'as un petit challenge là. Ouais, avec Ouais, Kevin, là. j'entends.
Mais donc, oui, je pense qu'on est tous, enfin, on a tous des interrogations et je sais qu'on a beaucoup échangé avec Kevin justement à la mise en place de ça pour plein de petites spécificités particulières justement au calcul de l'index. Ok, et après, il y a aussi des délais à respecter. La difficulté que j'ai moi personnellement aussi, c'est qu'en fait, c'est une fois par an. Donc à chaque fois, en février-mars, quand il faut commencer à faire les calculs, c'est de se remettre dans les règles, de bien voir qu'on n'oublie rien, quel effectif il faut prendre en compte, etc. Donc à chaque fois, il faut bien se réintégrer pour pouvoir réfléchir et avoir les bonnes informations. Donc voilà, donc en gros, l'objectif, c'était de se dire, nous, en tout cas moi, j'ai été confrontée à pas mal de questionnements quand j'ai fait ça la première fois. Kevin aussi, quand il a réfléchi sur l'index, enfin via la DSN. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir échanger ensemble si besoin, et puis que Kevin puisse présenter justement ce qu'il a pu mettre en place, ce que nous avons pu mettre en place avec la DSN. Prends la main, Jess. Merci, je te Est-ce que laisse la main. pour tout le monde, ces éléments-là autour de l'index égalité femmes-hommes étaient déjà connus, perçus, traités chez vous, que ce soit avec MyReport ou à la main ou avec d'autres outils? Est-ce que c'est des sujets qui font partie des problématiques auxquelles vous devez répondre? Alors, moi, pour ma part, en tant que contrôleur de gestion, je pense que c'est plus les ressources humaines qui utilisent ça et je pense que ça doit être fait sur Excel ou récolté à la main parce qu'on ne calcule pas du tout sur MyReport. Ou D'accord. alors, il y a un prestataire extérieur peut-être qui vient nous aider sur ce sujet-là. D'accord. MySilae propose déjà les indicateurs autour d'égalité femmes-hommes, avec le détail qui va bien pour justifier tous les éléments. D'accord. Ok. Et, et pour ceux qui l'ont déjà fait, du coup, la restitution qui avait été proposée au client, c'était sous quelle forme? Est-ce qu'on repartait du classeur tel qu'il est proposé quand on le télécharge depuis le site du gouvernement, ou est-ce que c'était juste la note finale? Est-ce que c'était une décomposition par onglet comme ça? Euh, Parce que là, ce que moi je vais vous présenter, c'est plutôt orienté autour du center, du coup. Mais je suis curieux de savoir quelle forme ça avait pris la restitution. Alors, chez nous, c'était avec du builder et Ok. avec un ou deux onglets par indicateur pour avoir aussi des onglets de contrôle par rapport pour avoir, par exemple, la liste des salariés qui sont exigibles, etc. Mhm. Et ensuite, un onglet récapitulatif avec tous les points. D'accord. Ok. Et la principale difficulté, c'était d'arriver à appliquer toutes les règles qui sont sur le site officiel. C'est-à-dire que si je me positionne ici, quand on regarde tous les champs d'application, en fait, hein, toutes les règles de gestion qu'on doit appliquer, Oui. est-ce que ça, c'était la principale difficulté ou c'était récolter la donnée? C'était où la difficulté principale? Déjà s'assurer de la validité de la donnée par rapport à ce qui est dans la connexion, dans la base de source, hein. Ouais. Notamment par rapport aux historiques de contrats, etc., qui peuvent générer du coup des anomalies. Mhm. Et ça, on s'en rend compte quand on vérifie la liste des salariés qui sont éligibles ou pas. Est-ce qu'ils ont leur durée d'ancienneté, leur durée de contrat, etc., Ouais. leur durée de présence. Et ensuite, des grosses difficultés étaient de recalculer le salaire établi sur un temps plein et sur 12 mois. Ouais. Mais je crois qu'on a eu l'occasion d'y travailler ensemble, mais il y a très très longtemps. Ouais, ça fait un moment. Mais ça me rappelle quelque chose, effectivement. Ok. Et après, oui, il y avait aussi la problématique par rapport au retour de congé mat qui pouvait générer des erreurs aussi. Oui, tout à fait, puisque c'est un des plus complexes à calculer. On va passer rapidement après sur les 4 et je vais en présenter un en priorité. On va partir du plus simple. Mais le congé mat, effectivement, étant donné que la période à sélectionner est liée du coup à l'individu, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'est des ensembles d'individus qu'on compare entre eux. Et là, pour le coup, c'est vraiment complexe celui-ci. Et c'est celui qui nous a donné le plus de fil à retordre. Et on y a passé du temps. Ok.
Alors, pour ce que je vais faire, je vais passer à la suite sur la diapo, puisque ce qui va être intéressant, c'est de vous présenter ensuite les astuces et tout ce que nous, on a mis en place autour de l'extension DSN donc pour répondre à cette problématique. Mais la présentation peut être complètement décorrélée de la partie DSN, puisque le but, c'est de parler de l'index EGAPRO dans son ensemble. Donc nous, en termes de bonnes pratiques, ce qu'on s'est fixé pour fiabiliser au maximum les résultats de cet index EGAPRO, c'était de réaliser une comparaison avec Excel, avec l'Excel officiel, donc celui que je vous ai montré juste avant. Donc je vais juste le réafficher rapidement. Donc on a dans cet Excel original 4 onglets, donc un pour chaque note. Et dans cet onglet, on va devoir faire de la saisie. Donc aujourd'hui, on peut aller directement sur le site et saisir les données, mais cet onglet, enfin ce classeur permet de précalculer et d'avoir la note avant de la saisir sur le site. Et on a également les formules qui nous permettent de dire, par exemple, si un indicateur va être calculable ou pas. Ou là, si on se met dans la case juste à côté, en fait, par exemple, cet indicateur calculable pour le premier, c'est est-ce que les effectifs valides représentent plus de 40% des effectifs totaux. Et donc, si on ne remplit pas cette condition, l'indicateur sera non recevable et ne comptera pas dans la note finale. Donc, pour nous, c'était important de comparer les résultats de ce tableau avec ce qu'on produisait dans notre institution. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques qu'on préconise. Si vous calculez votre index, si vous avez la possibilité de comparer directement le résultat, c'est quand même voilà, c'est bien pour se rassurer. Après, ça n'empêche pas possiblement des erreurs de calcul, mais c'est quand même voilà, une bonne marge de sécurité. Donc mettre en évidence la non prise en compte de certains indicateurs, donc ça, nous, on le met en avant. Je vais vous montrer après dans le center comment ça se manifeste. Et détailler au maximum chaque étape de calcul. Puisque le problème avec ces notes, c'est que si on affiche que les notes, on va être très fortement challengé sur la crédibilité de cette note. Est-ce que tout a été pris en compte? Est-ce que toutes les règles de gestion s'appliquent? Est-ce que si j'ai quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel, qui n'est pas dans la règle de gestion standard, je peux vérifier à quel moment, par exemple, il me manque un individu ou à quel moment un résultat est faux dans les étapes intermédiaires. Donc le fait d'avoir tout ce détail, ça te permet d'aller discuter, d'aller résoudre ces problématiques. Alors que si on n'a qu'une note qui est opaque, ça sera oui ou non, et il n'y aura pas de discussion. Donc voilà, c'est très important pour nous de mettre tout ça en avant. Donc, dans la proposition qui est faite, que je vais vous présenter juste après, on a la décomposition par sous-note identique à celle qu'on retrouve dans le classeur Excel, donc pour les entreprises de moins de 250 individus. Les conditions, qui est le principal argument du center de MyReport, qui nous permettent d'avoir de la flexibilité dans la sélection des périodes de référence, mais également dans l'exclusion de certains individus, puisqu'on va voir qu'on peut exclure aussi des individus, comme le disait tout à l'heure Patricia, par rapport à un taux d'inactivité qui serait trop élevé. Donc ça, c'est une des conditions également qu'il faut surveiller. Donc des suggestions d'ajustement avec le tableau de bord de synthèse et le détail des calculs. Donc ça, c'est ce que nous, on a mis en avant. Je pense qu'il y a possibilité d'aller encore plus loin. C'est la proposition qu'on fait en standard, puisqu'effectivement, on peut aller ajuster en fonction de certaines entreprises, par exemple les CSP. On peut basculer de la sélection des CSP à une autre échelle de regroupement des individus, avec des critères très précis. Mais effectivement, nous, on a choisi celle des CSP standards. Donc voilà, tout est possible à partir de la proposition qu'on fait. Nous, c'est la plus standard qui existe et on espère en tout cas qu'elle répond au maximum de cas pratiques sur le terrain. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu de manière générale la solution dans son ensemble et ensuite de faire un focus sur l'indicateur 4, donc les 10 plus hautes rémunérations. Et si on a le temps et que entre les deux, on pourra répondre aux questions et on pourra faire en sorte de comparer un petit peu la manière de faire. Si on a le temps, on passera au deuxième qui est un peu plus complexe à expliquer et à réaliser. Donc on fera en fin de présentation qui est l'écart des taux d'augmentation individuels. Voilà. Donc là, on va se baser sur l'extension DSN, comme je l'ai dit, mais voilà, nous, c'est le support qu'on a aujourd'hui qui nous permet de le faire. Voilà, si on a du SagePlay ou du Silae ou toute autre solution, on peut très bien le faire directement. Les conditions, c'est d'avoir les données en entrée, donc qu'il soit la rémunération, les arrêts de travail de type congé maternité, les dates de début de contrat, les types de contrats, les CSP, voilà, c'est un petit ensemble de propriétés. Et si on l'a, à ce moment-là, on peut calculer l'index EGAPRO.
Donc voilà la proposition que nous on fait aujourd'hui. Donc je parlais tout à l'heure des conditions flexibles. Donc ici on peut choisir les périodes de référence et on peut directement basculer d'une année à l'autre à partir de ces conditions. Donc ça permet en fait de vraiment se déplacer dans le temps sans avoir besoin en fait de recalculer tout un classeur entièrement. Chose intéressante par rapport à ça, c'est qu'on va avoir également des explications par rapport à tout ce qui est calculé. Et ça, on va le retrouver ici dans le glossaire. On va avoir ce qu'on appelle des critères de validité spécifiques. Donc, c'est ceux qui nous permettent de dire que tel ou tel indicateur est directement valide ou pas. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur le premier onglet, les effectifs valides représentent plus de 40% des effectifs totaux. Pour le deuxième, ça va être il y a eu des augmentations et les effectifs comportent au moins 5 femmes et 5 hommes. Voilà. Et c'est ces conditions qui vont nous dire si c'est calculable ou pas. Donc ici, par exemple, on voit que l'index maternité n'est pas calculable. Donc la note n'est pas à prendre en compte. Et si on va sur l'index maternité, on voit qu'il n'y a pas eu de congé mat et donc il n'est pas calculable, pas recevable. Donc ça, voilà, c'est indiqué ici sur le détail. Et après, on a les critères généraux, et notamment, par exemple, cette partie-là, qui nous dit qu'un individu doit avoir un minima 50% de taux d'activité sur la période de référence. Et donc, c'est là où nous, on propose quelque chose peut-être d'un peu innovant sur le Center. C'est en fait de suggérer les employés qu'il va falloir exclure. Donc ça, c'est quelque chose qui va être complètement dynamique, qui est lié aux conditions. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ici ces conditions. Et on peut se dire, là, on est sur des données de démonstration. Ne tenez pas compte des taux ici, c'est complètement normal qu'on soit dans des taux comme ça. Mais sur des données réelles, vous allez avoir, par exemple, un taux d'inactivité à 60%. Du coup, le salarié, il apparaît en rouge ici, et ça vous dit qu'il va falloir l'exclure. Et donc, pour l'exclure, c'est très simple. Vous le sélectionnez ici, et il va sortir. Si, par exemple, je prends celui-là, hop, je vais le mettre ici. Voilà, je l'exclus. Donc, c'est celui qui a 14 000% de taux d'inactivité. Hop. Voilà. Tac, tac, je le sélectionne. Et à ce moment-là, il a disparu. Et donc, il ne fait plus partie des calculs pour tous les indicateurs. Donc ça permet à la volée de venir supprimer un individu du calcul de l'index et donc d'ajuster le scope de données qu'on a sélectionné en quelques clics. Donc ça, c'est très intéressant puisque des fois, on a des cas particuliers qui font que, le calcul standard, des fois, ne les exclut pas. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir un œil dessus et de se dire, OK, celui-là, je le prends en compte, celui-là, je ne le prends pas en compte, directement ici à partir des conditions. Donc voilà. Au niveau des indicateurs, on a ici le côté calculable ou pas. On a les notes à chaque fois sur le barème. Et ensuite, on va retrouver dans chacun des onglets, ici, le détail des calculs, donc comment je suis arrivé, le nombre d'hommes uniques, le nombre de femmes uniques, l'effectif valide, le salaire normalisé pour les hommes, pour les femmes, la moyenne des salaires, la variation brute, est-ce que le groupe est à prendre en compte ou pas. Donc c'est ce cumul de cette colonne qui va nous permettre de dire si c'est calculable, et ensuite l'application du seuil de pertinence. Donc là, je suis allé un petit peu dans le détail métier. Mais on peut voir qu'ensuite, ça nous calcule le résultat intermédiaire qui est l'écart pondéré cumulé. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans le classeur, hein, et c'est à partir de ça qu'on détermine la note. Donc, voilà, je passe ensuite rapidement sur les autres. Donc, celui-là, on reviendra dessus pour vous détailler les différents calculs à la fin, si on a le temps. Kevin, est-ce que tu peux expliquer l'écart cumulé, l'écart pondéré cumulé? Oui, alors, je reviens dessus. Hop. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer en fait simplement les différentes formules du premier onglet de l'index homme-femme, c'est celui qui est proposé par le site du gouvernement. Et on va ici, hop, on va appliquer un seuil de pertinence, c'est-à-dire qu'on va faire l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes, donc qui aura été ramené au salaire reconstitué équivalent temps plein. L'écart entre les deux, ici on va avoir un nombre et on va appliquer ce qu'on appelle un seuil de pertinence. Le seuil de pertinence, par défaut, il est à 5%. Donc là, on voit l'explication. Hein, on peut le bouger. Hein, ça, c'est quelque chose qui est variable. C'est pour ça qu'ici, il est en vert. Et cet écart pondéré, ici, il va être généré pour une CSP, pour une tranche d'âge en particulier. Ici, on va avoir un nombre. Et le cumul de tous ces nombres va nous faire une note globale.
qui est liée à l'ensemble de l'entreprise. Cette note globale, ensuite, elle va être appliquée sur un barème, et le barème, on peut le retrouver ici. Et donc, en fonction du cumul de cette note, on va avoir une note qui correspond sur 40. Et donc, le but, c'est d'avoir le minimum d'écart, donc le minimum de cumul ici, qui correspondra, en fait, si plus le cumul est bas, plus ça veut dire que les salaires entre les hommes et les femmes, en moyenne, sont rapprochés. Et ont très peu d'écart, en réalité. Voilà. Donc là, le 0,4, c'est 0,4% d'écart entre les femmes et les hommes. Quand on est ici? Dans le dashboard. Ah, dans le dashboard, oui. Après l'application du seuil de pertinence. Voilà. Donc, c'est le cumul de tout ça qui nous permet de calculer la note globale. Et donc, pour information, je vais venir dessus après quand on sera sur la partie page. Mais tous ces calculs-là, vous pouvez les suivre, en tout cas dans l'extension DSN, vous pouvez les suivre et les ouvrir pour comprendre un petit peu comment s'enchaînent les mécaniques de calcul et donc voir petit à petit la note qui se construit. Et plus on avance en fait dans le calcul de chaque note, par exemple si je prends ici, ici on a le calcul pour les hommes, pour les augmentations des hommes, ensuite on a les calculs pour les augmentations des femmes, ensuite on a l'écart absolu, donc c'est la soustraction de ça avec ça, donc l'écart absolu qui est ici. On a l'équivalent l'écart en nombre d'équivalents salariés. Donc ça, c'est une autre manière de présenter le résultat. Et ensuite, on va prendre le minimum de ces deux notes pour aller calculer la note globale. Et donc tout ça, vous le retrouvez quand vous ouvrez ce KPI-là. Vous avez chacune des étapes avec les calculs intermédiaires qui sont affichés. Je vous montrerai juste après. Et là également, on a tout le détail des différentes augmentations. Hop. Alors, ne tenez pas... année, presque 40% d'augmentation, c'est ce que j'allais dire. Ne tenez pas compte des valeurs affichées ici, puisque je suis sur un jeu anonymisé et l'anonymisation fait qu'on se retrouve des fois avec des montants un peu fantasques. Donc voilà, il ne faut pas trop en prendre en compte. Pour l'index maternité, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il faut qu'il y ait des congés mat pour qu'ici on ait des données, mais l'idée, c'est de voir les augmentations pendant la période de référence. C'est ce qui va conditionner le fait qu'on va regarder le congé mat au niveau de son augmentation. S'il n'y a pas eu d'augmentation, du coup, voilà, il n'y a pas de comparaison à avoir. Mais quand on a eu des augmentes, on regarde la fin du congé mat, est-ce qu'on en a dans la période de référence et combien parmi ces congés mat ont été augmentés en fonction de leur arrêt maternité. Et si ici on a 100% qui ont été augmentés, alors on a 15 sur 15. S'il en manque au moins une, on a 0 sur 15. Donc là, c'est assez direct comme notation. Et enfin, je termine par celui-ci, puisque celui-là, on va rentrer un peu plus dans le détail dans le page. Là, c'est simple, c'est un affichage des types hautes rémunérations ramenées sur le salaire de 12 mois reconstitué à temps plein. Et on regarde combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes dans ce top 10, et ça nous fait une note sur 10. Voilà, tout simplement, voilà, c'est le plus basique, celui-ci. Donc voilà pour la petite présentation de notre institution. Est-ce que déjà vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que je viens de vous montrer? Il y en a une justement, Kevin, de la part d'Angélique, qui demande si avec l'extension est prévu de pouvoir paramétrer le seuil de pertinence dont tu parlais tout à l'heure, savoir s'il était paramétrable. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous présente là, c'est la version figée de l'index EGA Pro de la DSN, mais vous pouvez tout à fait dupliquer la proposition qui vous est faite. Là, je suis dans le projet original, donc c'est pas verrouillé, mais vous pouvez tout à fait, quand vous êtes dans l'extension, ici faire une duplication. Et à partir du moment où vous êtes dans la duplication, vous avez complètement accès à tous les calculs. Et là, à partir de là, vous avez accès à tout le détail des calculs. L'application du seuil de pertinence, elle est calculée, ici. Voilà, donc là, bon, après, il faut rentrer un petit peu quand même, c'est pas si simple que ça, hein. Il faut quand même rentrer un petit peu dans les calculs pour comprendre ce qui se passe, mais Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, quand j'ai compris ça, je sais que le 0,05, c'est mon seuil de pertinence, et donc je vais l'appliquer, je peux le changer directement ici dans les calculs. Donc là, il faut juste comprendre un petit peu le calcul qui est fait, et à partir du moment où c'est compris, on a la main, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, si vous avez même des règles spécifiques à l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, on peut agir sur les filtres. Ici, vous voyez que voilà, il y a pas mal de règles de gestion qui sont appliquées. Donc par exemple, celle-ci, je la détaille juste de manière fonctionnelle.
il faut prendre en compte, à partir du moment où on se dit, par exemple, je le calcule à date aujourd'hui, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de personnes qui soient depuis moins de 6 mois dans l'entreprise, parce que ces personnes-là, va falloir les exclure. C'est ce que fait ce filtre, par exemple. Ensuite, on peut ajuster, on pourrait faire, par exemple, par rapport à la date de référence qui est choisie, voilà, on peut tout faire. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, nous, on applique la proposition en standard, et à partir de cette proposition, on calcule le score basique que l'entreprise aurait dû avoir. Voilà. Ça permet d'avoir un très très bon aperçu, en dehors des spécificités d'une entreprise, d'avoir un très très bon aperçu de la note qu'on pourrait avoir. Alors, écoute, ton commentaire a levé 3 nouvelles questions, Kevin, donc c'est très bien. Donc 3 réponses, ça va être 9 normalement, et c'est parfait. Ouais, mais alors quand je vois le moins de 6 mois ou 6 mois de présence sur la période, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand je vous ai présenté la première partie ici, je fais le ratio entre la durée totale d'activité et la durée non travaillée sur la période de référence. Et c'est ce ratio-là, donc normalement on est plus sur des valeurs comme ça, où par exemple on a un taux d'inactivité à 51,26, et là donc ça veut dire que la personne, si elle a travaillé, si elle était en contrat pendant les 12 mois de la période de référence, a travaillé moins de 6 mois réellement, et donc il va falloir l'exclure des calculs. Donc ce check-là, on le fait ici pour dire le taux d'inactivité, on le surveille, et on vous affiche nos suggestions par rapport au fait de sortir ces employés-là du scope de calcul. Donc c'est deux choses différentes. En fait, la présence, elle peut être discontinue même sur les 12 mois, c'est-à-dire que si la personne travaille 2 mois, s'arrête 3 mois, travaille 2 mois, s'arrête 3 mois, etc., à la fin, on calcule son taux d'inactivité. Et donc même si c'est pas en continu, même si c'est par petit épisode, on aura ce taux d'inactivité. Et c'est à partir de là qu'on suggère en rouge ici de les supprimer, puisque ça c'est un critère fort de l'index homme-femme, de pouvoir supprimer ces personnes-là. Et ce nouvel état, oui, il est déjà dispo, c'est dans la DSN 1.4, donc la dernière version qui est sortie il y a 1 mois et demi maintenant, je crois, à peu près. Donc effectivement, il a pas mal évolué, il a eu pas mal de retouches au niveau des règles de gestion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jessica, on a pas mal travaillé sur l'index maternité, puisqu'il a été refait, jusqu'à qu'on arrive à une formule satisfaisante. Ça n'empêche pas qu'on ait toujours des cas uniques qui ne soient pas gérés par la règle standard. Dans ce cas-là, ce sera du cas par cas, et on pourra, si c'est une personne sur 6 congés mat, on pourra se dire, OK, bon, je vérifie manuellement, est-ce que c'est applicable ou pas. Voilà, c'est tout à fait possible. Pour la partie salaire rétabli ETP, donc ça en fait c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y a certaines parties de la construction des calculs qui est faite dans Page, et d'autres parties qui sont faites dans Data. Cette partie-là, on a déjà en fait le KPI qui est ici. On l'a déjà calculé, et ça se fait dans Data. Donc ce que je comptais montrer tout à l'heure dans Data, je vais y arriver à la fin sur Data. C'était plutôt tout ce qui était autour des augmentations, mais je passerai également là-dessus si on a le temps de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on met au maximum à disposition les étapes de calcul, et que quand vous allez dans la modélisation, soit vous avez un commentaire qui vous décrit la formule qui est utilisée, puisque dans les extensions c'est verrouillé, soit vous avez la doc fonctionnelle qui est mise à côté, où normalement vous avez toutes les explications concernant les formules utilisées. J'ai même mis des screenshots pour être le plus transparent possible sur la manière de calculer tout ça. Donc normalement on essaie d'être le plus transparent possible pour pas qu'il y ait trop de challenge sur les résultats qu'on affiche. Voilà. Donc ce que je comptais faire, bonjour Pascal, ce que je comptais faire, c'est vous présenter un petit peu la façon dont on a fait l'indicateur le plus simple, comme ça on reste dans quelque chose qui est abordable par tout le monde, avant de rentrer dans des choses trop complexes, où là je vais perdre une bonne partie de l'auditoire, je pense. Je vais vous montrer l'index concernant les 10 plus hautes rémunérations. Donc dans cette partie, on va avoir un certain nombre de règles de gestion qu'on applique. Donc ça, c'est pour éliminer tous les stages, les contrats intérimaires, etc. Donc c'est un axe d'analyse qu'on a dû sélectionner, qui nous permet d'éliminer tous ces types de contrats. On exclut également des calculs tous ceux qu'on a sélectionnés au début dans la condition qui avaient par exemple un taux d'inactivité trop élevé. On récupère que les contrats dont on souhaite vraiment traiter le type. Donc je parle des CDI, des CDD et des autres types de contrats. Donc on peut vraiment les filtrer en plus par rapport à la condition dynamique.
Donc ça, ce sont les périodes de référence. Donc la rémunération brute, donc il faut qu'il y ait une rémunération pour pouvoir calculer tout ça. Et ensuite, on va avoir les filtres sur la société et la date du début de contrat. Donc là, il n'y a rien de très compliqué par rapport à ça. Donc on a calculé certaines parties dans Data, certaines parties dans Page, je le redis ici. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est juste afficher. La seule petite astuce ici que je voudrais vous partager, c'est quand vous êtes ici dans une formule et que vous voulez ne pas afficher, par exemple, les 2 barres dans le cas où on serait homme ou femme, à ce moment-là, vous pouvez mettre ici du vide. Le vide, ça va vous permettre de n'afficher que la barre qui correspond à la donnée sélectionnée. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais mis 0 à la place de vide, ici, j'aurais les 2 barres à chaque fois. Donc, j'aurais un décalage avec une barre vide juste en dessous, qui correspondrait du coup à la partie femme de cet individu, qui serait à 0 évidemment, puisqu'il est soit homme, soit femme du coup, dans ce cas-là. Et donc, on va avoir ici à chaque fois que la barre qui nous intéresse, du fait d'avoir sélectionné ça dans la formule, d'avoir pris le vide. Donc, on fait pareil sur la partie femme. Comme ça, on s'assure à chaque fois d'avoir qu'un seul affichage. Donc ça, c'est pour la partie du bas. Donc là, dans l'exemple que tu donnes, Ouais. il y a une femme parmi les 10 Oui. plus grosses rémunérations C'est ça. C'est ce qui fait que la note est à 0 sur 10. Et pour revenir sur les barèmes, donc ici, si nombre de salariés sous-représentés parmi les 10 plus hautes rémunérations, donc si on est entre 0 et 5, on a non, si on est entre, si on est entre 0 et 2, on a 0. Voilà. Si on est entre 2 et 4, on a 5. Et si on est au-dessus de 4, donc quasiment à l'égalité, on a 10. Voilà. C'est comme ça qu'est calculé. Et effectivement, là, une femme sur les 10 plus hauts, ça fait 0 sur 10 comme note. Donc ici, très simple calcul également. Hop. On va faire un petit, voilà, un petit sur report pour calculer du coup le même scope de données. Cette fois-ci, on va être du coup sur les hommes, puisqu'on fait un filtre ici sur le rapport final sur les hommes. Et on va calculer donc le nombre d'œufs parmi ces 10. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué sur cette partie-là. C'est pour ça que je commence par cet indicateur. Et ici, on fait un podium, donc pour avoir que les 10. Donc comme ça, on s'arrête, quand on fait le nombre d'œufs, on s'arrête sur les 10 qu'on a sélectionnés, et pas plus. Donc on fait exactement la même mécanique sur les femmes. Comme ça, on obtient à chaque fois nos 2 ensembles. Hop. Je vais ramener ici. Donc là, c'est la même chose exactement sur la partie femme. Et donc, à la fin, je vous montre comment on calcule la note. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On va faire le même calcul. Ici, on va sélectionner dans la partie nombre femmes le sexe femme. Ici, on va lui attribuer un 1 ou sinon un 0 si ce n'est pas le cas. Comme ça, on compte le nombre de femmes. Ici, on fait pareil à l'inverse. Donc, on compte le nombre d'hommes. Et enfin, on va prendre le min, en fait, entre ces deux, puisque c'est ça qui nous intéresse pour calculer la note. Et donc, de cette manière, je m'assure en fait d'avoir le sexe le plus sous-représenté sur les 10. Donc, ce min-là, il est calculé ici. Et donc, je vais appliquer le barème tel qu'on l'a vu juste avant sur le classeur Excel. Et donc, si j'ai le min qui est supérieur ou égal à 4, on a 10, supérieur ou égal à 2, on a 5, et sinon, on a 0. Donc là, en l'occurrence, on a 0. Voilà. Et je n'affiche que celui-là, puisqu'on est sur un KPI de type indicateur. Et Voilà donc là, en pour fait, dans l'interprétation que tu fais tous tes calculs sur le minimum. Parce qu'il y avait la remarque de David qui disait, mais s'il y a un ratio à 8, si on se basait sur les femmes, par exemple, on disait, si on est de 0 à 2, on a 0, de 2 à 4, on a je sais plus, 2 points. Et au-dessus de 4, on pourrait dire, bon, bah, ça veut dire que si 8 femmes sur 10, on a quand même 10, mais en fait, non, Non. toi, c'est que tu prends le min, quoi. Ok. Tout à fait. En fait, on prend le min des deux, comme ça on s'assure de la catégorie la plus sous-représentée. Et c'est ça vraiment la base du calcul, c'est de se dire, ici, voilà, c'est ça l'intitulé, c'est le sexe sous-représenté. C'est pour ça qu'on fait le min. Ça, on s'évite ce cas de figure. Voilà. Donc ça, c'est une façon de calculer un indicateur assez simple. Voilà. Et donc maintenant, pour tous ceux ouais. excuse-moi, hein, Kevin, hein, je pose Vas-y. la question. Pour tous ceux qui ont mis en place ça avec ces calculs-là avec MyReport, est-ce que vous avez eu ces écueils? Et si vous les avez eus, est-ce que vous les avez résolus de la même manière
que Kevin a pu le faire, ou est-ce que vous avez eu d'autres solutions? C'est là où le silence est d'or. Qui est-ce qui nous a dit qu'il avait mis en place Alors pour notre part, quand on a mis en place la sélection des salariés par rapport au fait qu'ils soient éligibles ou pas, on essaie chaque fois de revenir dans le data pour créer tous les cas, pour ne pas avoir à faire de sélection manuelle sur le fait d'exclure des salariés. Ce qui est très complexe quand on a des sociétés où on a des contrats, des types de contrats avec des durées très particulières. Et pour ne pas avoir en fait à revenir sur les sélections des salariés. Donc, ce que tu disais, c'est que toutes les exclusions, vous les aviez calculées directement dans le data, en fait. Oui. D'accord. Et pourquoi? Parce que les utilisateurs connaissaient pas les critères en fait qui faisaient qu'il fallait les exclure ou pas ou... Mais parce que sur des cas particuliers de contrats ou de choses comme ça, on se retrouvait avec un salarié qui remontait alors qu'il ne fallait pas. Mais on a un client chez qui on a émis les égalités, qui a une activité très très particulière, qui est sur des salariés. Ça y est, j'ai perdu le nom. En intérim Ouais, non, c'est des éducateurs. Temps de spectacle. Ah oui, d'accord. Voilà, Ok. des éducateurs dans des centres de CLAE ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ils font les payes en décalé, ils ont des contrats qui sont pour 2 jours, qui après partent, reviennent. Enfin, c'est assez complexe à gérer. Et par contre, ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce que vous arrivez, je suis têtue avec ma notion de salaire établi, mais on a des rubriques, enfin, on a des éléments de paye qui doivent être proratisés et d'autres non. Et donc, nous, ces éléments-là, on les mettait en filtre sur notre sommaire dans notre builder pour savoir quelle rubrique on devait proratiser ou pas, enfin, quels éléments du brut on devait proratiser ou pas. Et à partir du moment où vous le calculez dans le data, je suis surprise, enfin, je suis curieuse de savoir comment vous le calculez. En fait, là où nous, on va faire le travail dans data, c'est dans la sélection en fait, de ce qu'on prend en compte ou pas par rapport à ce qui est contractualisé. C'est-à-dire que à chaque fois, on va avoir ça revient au calcul de l'ETP. Hein. On va avoir le taux de... comment dire, le nombre d'heures qu'il est censé faire à la signature du contrat, pour ne pas rentrer dans les jargons techniques, et le nombre d'heures qu'il est censé faire sur le poste. Et ensuite, par rapport à ce ratio qui est calculé, on sait si c'est une personne à temps complet, une personne à temps partiel, et si on doit reconstituer ou pas sa rémunération par rapport à s'il était à temps complet. Et donc, c'est le calcul de l'ETP qui nous permet de dire la rémunération telle que là on l'entend. Et c'est là où on va prendre une partie de la rémunération, enlever certaines parties qui ne rentrent pas dans le calcul de l'index homme-femme et le reconstituer sur la base de 1820, je ne sais plus combien, 1820 heures 04. Pour calculer cette partie-là, on fait toute cette sélection dans data et nous, on se base sur ces catégories-là. Le point faible de cette façon de calculer, et je suis totalement transparent avec ça, c'est que ça nécessite en hypothèse que ces 2 rubriques qui nous permettent de calculer le TP soient correctement renseignées. Et ensuite, on arrive à faire la distinction par contrat, puisqu'ensuite nos jointures dans data sont faites par individu, par établissement, et je dis bien par établissement, pas par entreprise, individu, établissement, en émoi, numéro de contrat. Donc ça nous permet, même si un employé a eu plusieurs contrats dans le même mois, sur une même granularité, de le différencier à chaque fois par rapport à ces différents contrats et de reconstituer à la fin le nombre la rémunération sur la base de 1820 heures. Donc 1820 heures 04 qui est la durée standard attendue sur l'année. Donc en fait, tout ça nous permet de recalculer le salaire sur 1820 heures 04.
Patricia, je reformule ce que tu disais pour savoir si j'ai bien compris. En fait, il y a des rubriques de ce que j'entends qui sont forfaitaires et donc qu'on soit à temps partiel ou pas, bah, c'est un montant de paye. Et il y a d'autres rubriques qui sont dépendantes du temps de travail. C'est C'est ça que exactement tu ça. dis. Et donc, du coup, c'est l'utilisateur final qui dit, OK, cette rubrique-là, elle est forfaitaire ou elle est proratisée. Oui, Et toi, du coup, Kevin, comment tu définis? C'est dans le data que tu as dit, OK, cette rubrique-là, je la multiplie par le coefficient de temps de travail. Et Ouais. cette rubrique-là, je la prends à 100%. Ouais, en fait, quand on va récupérer les informations relatives à tout ce qui est rémunération brute, etc., on va avoir des catégories avec les calculs des assiettes, etc., des catégories qui nous permettent de dire ça, c'est l'ensemble de la rémunération, ça, c'est la rémunération qui est utilisée pour le calcul de l'assurance chômage, etc. Ça, c'est pour les catégories principales. Et ensuite, on a des catégories qui sont dédiées qui nous permettent de dire, OK, si j'ai le même montant, c'est qu'il n'y a pas de delta entre la rémunération que je vais prendre en compte pour calculer mon salaire à 1820 heures et ce qui est affiché. Et si j'ai un décalage entre telle et telle catégorie, à ce moment-là, je dois appliquer soit une soustraction, soit je dois prendre en compte ou pas. Et après, c'est tout un ensemble de si qui se mettent en place pour dire ça, je le prends, ça, je le prends pas. Donc, en fait, on compare les rubriques du bloc 51 entre elles en fonction de leur type, puisque dans les rubriques 51, non, je ne vais pas rentrer dans le cahier technique de la DSN, mais parce que là, sinon on est parti jusqu'à 6 heures, c'est passé. Mais dans le cahier technique de la DSN, on a les types sur le bloc 51 qui nous permettent de dire ça, c'est la rémunération brute telle qu'elle. Et ensuite, on a différentes sous-catégories avec des montants qui peuvent différer de la rémunération brute en fonction de leur catégorie. Donc, nous, on se D'accord. base sur ça. ok. Euh, et on met en corrélation donc le TP, donc le calcul que j'ai annoncé tout à l'heure entre le temps contractualisé et le temps de référence du poste. Et à partir de là, on peut reconstituer le 1821,04. D'accord, c'est directement dans le fichier de l'EDSN, quoi, en fait, que tu sais. Ok. Ouais, voilà. Nous, on se base là-dessus. Alors, peut-être qu'on a des cas particuliers voilà, qui ne sont pas encore gérés aujourd'hui, c'est encore possible, hein, mais de manière standard, sur des entreprises assez classiques, il n'y a pas eu d'écart constaté pour ceux qu'on a comparés. Voilà, j'ai eu plusieurs retours au début où on avait des écarts. On a fait le travail nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'écart et pour qu'on soit OK avec les règles standards. Donc voilà. Après, comme je le dis, on propose la manière la plus simple et la plus directe de calculer l'index. S'il y a des cas trop particuliers, on sera sur de l'ordre du spécifique et ça ne sera pas pris en compte dans notre calcul à nous. Voilà. On ne peut pas, avec une solution standard, adresser tous les cas directement à 100%. Donc il y aura peut-être un travail supplémentaire, un petit filtre à rajouter, quelque chose comme ça. Merci, Kevin. Bah, de rien. Et donc, juste pour rebondir par rapport à ça, quand je calcule une note ici, on a un certain nombre de choses qui sont calculées, des sous-ensembles qui sont créés. Et quand on est dans les sous-ensembles, on peut tout à fait, dans la version copiée, rajouter un filtre, rajouter une condition et du coup adapter complètement notre proposition au cas du client. Et c'est en ça qu'on dit que c'est une proposition, ce qu'on présente ici. Et ce n'est pas la vérité absolue qui va permettre de calculer 100% de tous les index EGAPRO. Mais c'est déjà normalement assez convaincant pour être trois quarts des notes directement. Donc, vu qu'on a un tout petit peu de temps, est-ce que je commence à présenter le deuxième indicateur ou est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de rentrer sur d'autres indicateurs? Après, effectivement, Kevin, toi, tu t'es appuyé sur les fichiers de la DSN, donc qui sont plus ou moins riches, du coup, par rapport à ce qu'on peut aller chercher directement dans une paye. Euh, Bah, là, en tout cas, de ce que j'entends, c'est que... Patricia, toi, tu t'appuyais directement sur la paye? Oui, Ouais. Ça veut dire que ou dans la paye, il faut aller chercher la caractéristique d'une rubrique qui dit qu'elle est forfaitaire ou à c'est ça. proratisée, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est l'utilisateur qui connaît son plan de paye et Exactement. qui, du coup, sait dire ces rubriques-là, elles sont proratisées et celles-ci, non. Exactement. Du coup, il n'y a pas à le faire dans Meritor's, quoi. Non. Après, juste pour expliquer un petit peu par rapport à la DSN, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de règles dans le cahier technique de la DSN et au final très peu qui sont vérifiées à l'intégration sur le site du gouvernement.
Ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des déploiements. C'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des cas où on se dit, mais jamais de la vie, et ça a pu être accepté au moment où ils ont envoyé leur fichier. Et en fait, on se rend compte que si, et pour en discuter avec des organismes spécialisés dans la génération de la DSN, etc., c'est très, très flexible à ce niveau-là. Et pour les futures années, c'est quelque chose qui va commencer à se resserrer et qui va nous apporter de la fiabilité. C'est-à-dire que déjà en 2025, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour fiabiliser un peu plus la déclaration que nous, on utilise aujourd'hui dans notre extension. Et ça va aller de plus en plus vers ça, puisque de nombreux organismes en fait, commencent à s'intéresser à la DSN et à l'exploitation de la DSN. Et on voit qu'il y a pas mal d'actions. C'est assez, c'est assez actif autour de ce sujet. Et je pense que plus des acteurs vont s'intéresser à la DSN et à son exploitation, plus les règles vont être resserrées et plus on aura des fichiers fiables. C'est quand même de très bonne qualité de manière générale, mais on se retrouve des fois avec des cas un peu incohérents qu'on n'aurait peut-être pas dans un système de paye. Mais l'avantage de la DSN, c'est que tout le monde la produit, alors que quand on fait un index EGA Pro sur un logiciel de paye spécifique, ben, c'est peut-être 2-3 mois de développement pour arriver à une situation où on va être satisfait du résultat. Voilà, alors que la DSN, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a quelque chose qui permet d'adresser toutes les entreprises de manière standard. Voilà. Et ça, c'est quand même un gros point positif de l'exploitation de la DSN par rapport à un logiciel classique. Voilà. Mais il faut avoir le niveau de détail suffisant et la confiance dans la qualité de la donnée. Et je pense que ça va tendre à s'améliorer, cette partie-là. Non, mais dans les bonnes pratiques que tu évoquais au début, hein, et c'est hyper important, c'est d'avoir confiance dans la donnée qu'on sort. Le fait de tracer l'information et de dire, OK, les 5,49, ils viennent d'où, c'est quand même extrêmement rassurant, parce que enfin, les GS nous partageaient, voilà, dans une PME, un DRH, il connaît quasiment tout ce qui se passe d'extraordinaire, les congés maternité, des arrêts maladie, des choses comme ça. Donc très vite, il va s'assurer que ces cas spécifiques sont bien pris en compte. Et donc, c'est important d'avoir ces éléments de réassurance, quoi, Voilà. pour envoyer des données qui soient fiables et on ne se dit pas, on va se faire retoquer au prochain contrôle, quoi. C'est ça. Et d'où l'importance d'afficher toutes ces étapes intermédiaires pour pouvoir aller se dire, OK, ben, par exemple, sur la maternité, il y a un cas où on n'était pas d'accord avec Jess et on s'est dit, OK, bon, on va creuser ce cas-là. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Et à ce moment-là, ben, on peut ajuster la note avant de la saisir. Puisque là, on fait que afficher la note, on ne l'envoie pas directement. Donc voilà, ça permet aussi de vérifier ces calculs. Pas d'autres questions sur ce que Kevin nous a présenté là? Effectivement, je peux enchaîner sur le deuxième indicateur En rapidement. 5 minutes, on va essayer d'aller vite. En tout cas, pour donner l'eau à la bouche, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'en 5 minutes, tu expliques un petit peu le principe et ensuite, on peut clore le live. Et puis, pour ceux qui veulent rester pour aller un peu plus loin, on peut rester, quoi. OK. Donc, l'écart en taux d'augmentation individuelle. Donc, le principe, il est simple. On regarde le nombre d'hommes qui ont été augmentés. On calcule la proportion de ces hommes augmentés sur la totalité des hommes. On fait pareil pour les femmes. On regarde l'écart absolu, donc c'est la différence brute entre les deux taux d'augmentation, donc celui des hommes et celui des femmes. On calcule une autre manière de présenter le résultat, donc qui est l'écart en nombre d'équivalents salariés. Bon, là, je vais vous montrer un petit peu le calcul. On vérifie qu'il est bien calculable. Donc, je rappelle, pour qu'il soit calculable ici, pour cette partie-là, c'est qu'il y a eu augmentation et les effectifs comprennent au moins 5 femmes et 5 hommes. Donc, c'est ce qui est vérifié ici. Et ensuite, on va calculer la note avec toutes ces étapes qui vont s'enchaîner les unes en dessous des autres. Donc, pour le nombre d'hommes augmentés, rien de compliqué. On regarde le nombre de sans doublons, puisqu'on est sur le numéro de sécurité sociale, de type homme, qui correspondent aux critères classiques. Donc, toute la partie en dessous du sexe, ce sont les critères qu'on applique sur tous les rapports, donc qu'on voit partout. Dans l'indicateur de comparaison, on regarde la totalité des hommes. Et donc, dans la première partie, ici, c'était les hommes augmentés. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Je vais remonter le filtre. Hommes et augmentés. Donc, l'augmentation qui va être calculée dans Data également, qui va être calculée sur la base de l'augmentation du salaire de base pour un emploi équivalent, pour un temps de travail équivalent. Donc, ça se fait directement dans Data. Et le total des hommes qui est ici. On fait
en dessous le calcul du taux qui fait le ratio entre ces deux nombres. Donc on va avoir l'augmentation des hommes avec ici la petite astuce. Donc ça peut peut-être intéresser les plus techniques d'entre vous. Ici, je vais faire un champ de liaison. Dans le champ de liaison, je vais mettre un 1 ici pour récupérer automatiquement mes deux sous-ensembles et pour pouvoir les recroiser ici et en faire le taux. Donc ici, je vais prendre le nombre d'hommes que j'avais dans mon premier scope, toutes les hommes augmentés, et je vais diviser par le nombre d'hommes au total. J'aurais pu rajouter en bonne pratique une vérification sur la division par 0. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être ajouté. Voilà. Et donc ça va me permettre d'avoir le ratio. Si tu ne fais pas ce champ de liaison, il se passe quoi, Kevin? À la base, sur la première version de l'extension, ici j'avais le champ année qui me permettait de sélectionner les individus sur la même tranche. Sauf que dans la mesure où j'ai mis les dates de référence dans les conditions, j'avais besoin en fait de regrouper l'ensemble des données, quoi qu'il arrive, même en dehors d'une année qui serait pas forcément d'un calcul qui serait sur une année à cheval. Et donc ce champ de liaison en fait me permet vraiment de regrouper le scope avec le nombre de 100 doublons. Permet de regrouper le scope indépendamment du fait de changer d'année ou pas. Sinon, j'aurais pu faire autrement avec un multi-rapport somme, effectivement. Mais ici, c'est pas le choix qui avait été fait. Et du coup, le champ de liaison me permet juste de regrouper les deux scopes, quelle que soit la condition. Voilà. Je suis désolé, on est en live et voilà. Mais je suis surpris en fait qu'il y ait besoin d'un champ de liaison alors que tu n'as qu'un indicateur. Non, alors Thibaut, là je me permets d'intervenir, hein, c'est des cas qu'on avait déjà pu voir, je crois, sur des lives précédents. Si tu n'as pas de champ de liaison, en fait, les données, il ne va pas réussir à les assembler. C'est le fonctionnement de MyReport. En fait, s'il n'a pas d'éléments communs, il n'arrive pas à mettre les deux enregistrements l'un en face de l'autre. Donc tu ne pourras pas faire ton Même s'il n'y en ratio. a qu'un. Même s'il n'y en a qu'un, MyReport fonctionne comme ça. Ok, très bien. Voilà. J'ai appris un truc, merci. Mais c'est bien que tu poses cette question parce que c'est des sujets qu'on avait pu évoquer dans des lives précédents et justement c'est bien que Kevin en parle parce que c'est des petites astuces qu'il faut connaître. Voilà. Voilà. Donc nos deux sous-ensembles à la base sont séparés et grâce au champ de liaison, on arrive on peut les comparer. Donc c'est ce que je fais ici avec le taux et on fait un maximum du coup vu qu'on est sur un ratio et que les autres agrégations ne nous intéressent pas. Ici, voilà, on a notre ratio qui est calculé en pourcentage. C'est ce qu'on affiche ici. Donc, on fait exactement la même chose avec un filtre sur les femmes pour cette colonne-là. Ensuite, on va avoir l'écart absolu entre les deux taux, où là, on a les différents sous-ensembles qui sont calculés dans tous les multi-reports qui sont là. Et l'écart absolu, voilà, qui va être le taux des femmes moins le taux des hommes en absolu. Ça nous permet d'avoir cette première partie du calcul de la note. L'autre partie qui était ici, c'est l'autre manière de calculer cette partie-là. Cette fois-ci, on va être sur le calcul du taux des femmes, le calcul du taux des hommes. On recalcule l'écart absolu, ici. Donc là, on est sur la note qui est juste en dessous. Ensuite, on va prendre le minimum. Cette partie-là. Ouais, entre les femmes et les hommes, voilà. Et ensuite, on va faire ça fois l'écart absolu. Et donc, le résultat de ça nous donne l'écart en équivalent en nombre de salariés. Donc, le minimum le minimum des deux sous-ensembles qu'il y a ici. Voilà, fois l'écart absolu. Donc, si je reviens sur le classeur, parce que là, j'ai besoin un peu plus de clarifier cette partie-là. Hop. Donc, ouais, non, c'est bien ça, avec l'écart absolu. Et après, on affiche le résultat ici. Donc, en fait, la particularité de cet onglet, c'est qu'on va prendre la meilleure des deux notes, celle qui arrange le plus le calcul de la note. Hop. Je ne sais pas s'il y a une description ici. Et ça, c'est le fichier du gouvernement, Kevin? Oui, c'est celui que tu télécharges directement, celui-là. La formule paraissait quand même extrêmement claire. Donc là, tu as les deux versions ici. C'est la version 50-250 et la version plus de 250.
Donc oui, c'est la version officielle. Et en fait, ce qu'on va faire ici pour calculer la note, c'est qu'on va prendre celle qui a le meilleur classement par rapport au barème du classeur Excel. Et c'est celle-là qu'on va retenir pour la note finale sur 35. Voilà. Donc en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés, c'est ce qui va faire que la note va être différente de l'une à l'autre, voilà, sur ces deux ratios. Et donc pour revenir à la partie page, hop, je reviens ici. Pour la note attribuée. Voilà, donc on va tout recalculer jusqu'à la fin. Hop, je vais revenir à l'étape juste avant. Donc voilà, on va prendre, comme je l'ai dit, la meilleure des deux notes. C'est pour ça qu'on fait la différence entre la première et la deuxième. Et à partir du minimum de cette note, on calcule, comme tout à l'heure, avec le barème aussi successif. Et en fonction de la note qu'on a, en fonction de l'écart, on a la note qui va en face. Voilà. Donc, cette partie-là est un peu plus complexe, il y a un peu plus de calcul et surtout, ça introduit un peu plus la notion de multi-report. Mais pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler dans Page, voilà, et qui, en fait, il y a deux écoles. Soit on peut faire dans Page avec du multi-report, soit on peut faire dans Data potentiellement avec du multi-requête. L'avantage de Page par rapport à tout ça, c'est qu'on peut également prendre en compte les conditions. Et du coup, on peut avoir une notion de flexibilité assez importante grâce à ça. Donc Ça rend le rapport plus dynamique, quoi. Voilà, et c'est vraiment le but quand on présente aujourd'hui la proposition qui est faite sur l'index homme-femme, d'avoir cette flexibilité, d'avoir la possibilité d'exclure des personnes en fonction de leur taux d'inactivité, de sélectionner des types de contrats en particulier, quand on a de la fonction publique, ce genre de choses, c'est très intéressant, et de bouger les périodes de référence, ou de calculer sur des sous-ensembles de sociétés ou d'établissements. Voilà. Je vais m'arrêter là, on est 18h03. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est top. Il y a une question sur savoir comment on mettait en place ça. Effectivement, c'est une extension, un produit packagé autour de la DSN. Donc, vu que toutes les entreprises livrent et peuvent fournir des fichiers DSN derrière leur paye, nous, on fournit tout un tas de tableaux de bord. Là, en l'occurrence, on n'a parlé que d'index égalité femmes-hommes, mais dans nos extensions, il y a bien d'autres indicateurs autour de tous les fichiers qu'on peut extraire des fichiers de la DSN. Donc, mais encore une fois, nous, là, l'objectif du live, c'est pas de faire la promotion de nos produits, même si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème pour qu'on y répondre. C'était aussi de partager les difficultés qu'on a quand on met en place un projet MyReport dans l'entreprise. C'est la complexité des règles de gestion qu'on doit respecter, qu'on doit comprendre, qu'on doit bien interpréter et qu'on doit intégrer, implémenter dans MyReport. En tout cas, merci Kevin, parce que j'ai appris quelque chose sur la technique du multi-report sur un mono-indicateur. Voilà, est-ce que vous avez des retours à nous faire? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? Et merci donc du coup à Jessica et à Kevin pour votre présentation et votre implication. Encore une fois, Jessica et Kevin sont chez MyReport, mais on serait ravis que des clients ou des partenaires fassent le même exercice sur des travaux qu'ils ont pu mener chez eux. Parce que cette notion de partage, elle est importante pour nous, pour que vous puissiez tirer le plus possible de votre usage de MyReport. Oui, vous pouvez vous rapprocher de votre prestataire informatique. C'est parfait. Eh bien, vous pourrez voir avec Alticap pour exploiter la DSN. Alors, si je reprends la presse. Très bien, bonne soirée à vous. Merci à tous. Soirée. Vous avez, juste pour clore le live, comme d'habitude, vous avez un sondage qu'on va vous envoyer qui vous permettra de nous faire vos retours sur ce qu'on a partagé ce soir, comment vous voulez articuler le prochain live. En tout cas, n'hésitez pas à répondre à ces questions qui sont importantes pour partager les sujets que vous souhaitez qu'on traite pendant le live.
Pour rappel, vous avez l'adresse mail myclub@myreport.fr à laquelle vous pouvez écrire pour partager vos questions et vos remarques. Et puis, vous avez l'agenda du live MyClub avec le prochain live qui aura lieu le 21 janvier, c'est ça, Sarah? Il me semble. Le 21 janvier. Donc, voilà, si vous souhaitez partager vos envies sur le live du 21 janvier. N'hésitez pas à nous écrire, à répondre au sondage pour animer cette communauté d'utilisateurs. Merci à tous pour votre disponibilité, votre temps et à très bientôt. Très bonne fête de fin d'année à tous.